Il est 18 h, merci de nous rejoindre pour le journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 15 septembre dans l'actualité ce soir. Elles ont lieu 2 semaines plus tôt cette année. Les vendanges ont bel et bien commencé en Savoie. Nous irons du côté de Saint-Baldolphe où la récolte est en cours. Et pour en savoir plus sur la santé de la filière, je reçois dans quelques minutes Pierre Vialet, le président du comité interprofessionnel des vins de Savoie. Du sport ensuite avec la reprise des championnats pour les clubs. Nous irons sur la glace annécienne ce soir. Les Chevaliers du Lac ont eu un programme chargé ce week-end. Nous le verrons avec Victoria Lopez. Mais avant, la plage d'Albigny à Annecy a été évacuée en urgence aujourd'hui et la baignade interdite. Des eaux usées se sont déversées au niveau de la presqu'île d'Albigny. Cela pourrait être une canalisation de l'hôtel impérial à proximité qui se soit rompue et déversée ensuite dans la canalisation d'eau pluviale. Des vérifications sont en cours, nous a indiqué le Grand Annecy. La pollution reste assez superficielle puisque les canalisations ont été coupées assez rapidement. Une société, vous le voyez, est intervenue dans l'après-midi au niveau du collecteur. Ce sont des images d'Aurore Briffaut. Des analyses sanitaires seront menées demain par l'Agence régionale de la santé pour voir si la baignade peut être de nouveau autorisée. Si l'activité économique reprend petit à petit après des mois d'arrêt et d'incertitude, certains secteurs sont encore dans le flou, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le cas du secteur de l'événementiel, alors que festivals et événements continuent d'être annulés. Les professionnels, notamment les prestataires qui portent habituellement ces manifestations, mènent toute la semaine l'opération Alerte Rouge partout en France. Avec nous pour en parler, Benoît Rastier, le directeur de l'agence Poisson d'Avril et fondateur notamment du festival Pharaonique à Chambéry, et Sylvain Ross de SBB Group. Bonsoir, vous êtes à Chambéry. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Alerte Rouge, c'est le nom de l'opération que vous meniez. Il y a vraiment urgence pour le secteur. Je crois que vous parlez de 80% de perte de chiffre pour certaines entreprises. Même nous, on a eu 95% en tout cas de perte de chiffre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'événementiel en France, ça représente en effet 335 000 emplois. Et avec cette opération qui s'appelle Alerte Rouge, voilà, l'idée, c'était en fin de compte, pendant cette semaine, du 14 en fin de compte au 18 septembre, c'était éliminer en tout cas des bâtiments, des monuments, en tout cas en France, de couleur rouge, avec le logo Alerte Rouge qui va apparaître. Et on a voulu justement, avec l'accord de la ville en tout cas, ce soir, illuminer les éléphants en rouge pour alerter les pouvoir public pour la situation de toutes ces entreprises qui travaillent dans l'événementiel, dans la culture et dans le spectacle, pour qui c'est extrêmement dur en ce moment. Vous vous dites les oubliés du spectacle, c'est-à-dire que les aides de l'État, les budgets, le fameux 2 milliards d'euros de la culture de l'État ne vont pas jusqu'à vous, ne vont pas jusqu'aux prestataires événementiels ? Je pense que c'est important parce que nous, ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir avoir aussi cette activité partielle qui soit prolongée clairement jusqu'au 31 décembre 2021, comme l'exonération aussi des charges patronales et aussi d'autres mesures. On a vraiment besoin en tout cas de cette aide pour qu'on puisse clairement survivre. Et on a besoin aussi d'avoir tous ces fonds culturels. Je sais par exemple que la région aussi avait annoncé, notamment début mai, qu'il y avait 11 millions d'euros qui devaient être donnés en tout cas pour les festivals. Nous, clairement, on n'a pas vu la couleur. Et c'est vrai qu'on prend contact tous les jours avec la région, personne n'est capable de répondre. Donc je pense que là, il y a vraiment en tout cas un état d'urgence pour toute la filière événementielle, culturelle et du spectacle en France. Il faut vraiment nous aider parce que sans ça, dans quelques mois, c'est clair qu'il y a plein d'entreprises qui vont disparaître. Quelle visibilité vous avez là sur les prochains mois ? C'est extrêmement difficile parce qu'on passe notre temps à faire le yo-yo. Je dirais à respecter en effet certaines mesures qui peuvent être acceptées par une préfecture qui ne sont pas forcément acceptées par les pompiers. Mais la difficulté qu'il y a, c'est clairement pour l'instant, on voit qu'il y a un virus en effet qui repart. Et c'est ça aussi qui est clairement important. C'est que donc on ne peut pas en tout cas faire les événements. Il ne faut pas être inconscient. On sait très bien que c'est difficile en tout cas de réunir des personnes par rapport à ce contexte. Donc on a besoin vraiment, nous en tout cas, d'avoir une visibilité sur les prochains mois. Quand on sait que l'État va pouvoir légiférer clairement jusqu'au 31 mars, pour nous, ça veut peut-être dire en tout cas interdiction de faire des concerts debout avec plusieurs milliers de personnes jusqu'au 31 mars. Donc ça, on l'entend, mais il faut vraiment nous aider et aider toute la filière en tout cas pour qu'elle puisse s'en sortir. Merci beaucoup Benoît Rastier. Et donc je rappelle que vous allez illuminer cette fameuse fontaine des éléphants ce soir à Chambéry. On en passera demain quelques images dans le journal. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. On va continuer à parler économie avec un autre secteur. Alors a-t-il le sourire ? On va le savoir dans quelques minutes. À Saint-Baldolphe, les vendanges de la jacquère ont débuté lundi au domaine Richel. Cette exploitation familiale produit entre 5 et 6 000
000 bouteilles de crément de Savoie chaque année. Une vingtaine de travailleurs saisonniers ont entamé la récolte à la main, encore plus tôt que d'habitude. Aude Frappin est allée à leur rencontre. On regarde le reportage et on retrouve notre invité juste après. Après les premières vendanges de Gamay, Pinot et Chardonnay, c'est le jour J au domaine Richel à Saint-Baldoff pour la récolte de la Jacquère, un cépage de raisin blanc emblématique de Savoie qui sert à produire âpremont et crément. Pour être sûr de récolter un raisin à maturité, c'est un véritable travail d'orfèvre qui est opéré en amont de la cueillette. Nous avons fait plusieurs prélèvements d'échantillons successifs depuis 3 semaines environ et nous pesons la richesse en sucre et le taux d'acidité pour être sûr que nous vendangeons à la maturité optimale. Dans ce vignoble, le raisin est vendangé à la main par une équipe de saisonniers dès les premiers rayons du soleil. On essaie tous les ans d'avoir une équipe entre 20 et 23 vendangeurs. Donc 18 coupeurs et 3 porteurs. On essaie toujours à peu près de tourner pour faire ce rendement. On essaie de faire à peu près 1 hectare par jour pour essayer de faire les vendanges en une semaine quand le temps le permet. Sinon on a l'air d'avoir une bonne équipe, donc on n'est pas trop pressé que ça se termine non plus. Parmi l'équipe de vendangeurs, il y a ceux pour qui c'est une grande première. Première journée de vendange, franchement ça a été super bien. C'est physique mais ça va. On voulait tester les vendanges, on nous a dit que c'était sympa et puis on est là, puis c'est sympa. Et il y a aussi les habitués. Ça fait 20 ans que je viens et ça rime bien parce qu'on est en 2020, c'est 3 vins qui suivent, quoi. Je suis malade de la vigne, alors je pense que mon souhait, ça serait de mourir dans une parcelle, mais bon, le patron ne va pas être d'accord. Moi, ça fait plusieurs années, là, depuis mes 18 ans que je fais ça, donc plusieurs années d'affilée. Toujours est-il que le temps est compté, les parcelles doivent être vendangées avant midi puisque le raisin, lui, est pressé et s'oxyde dès l'instant où il a été cueilli. Depuis plusieurs années, Christophe Richel, viticulteur du domaine, constate que les vendanges sont de plus en plus prématurées. Il y a 35 ans que je suis revenu, on ne vendangeait jamais les jacquères et les mondeuses avant le mois d'octobre. C'est vrai qu'on constate le réchauffement climatique. Par contre, il y a aussi le fait que les rendements ont beaucoup baissé et donc la charge agronomique de la vigne ayant baissé, la précocité est d'autant plus avancée également. Donc les deux se cumulent en fait. Cette année, le viticulteur tire un bilan positif de sa récolte. Il peut déjà avancer que la production de 2020 sera un bon millésime. Il y a très peu, voire quasiment pas de grains pourris. Donc c'est déjà un signe que la matière première est très saine et ce qui va donner une très bonne qualité. Et puis donc justement là, on sait que cette année, les parfums vont être vraiment parfaits. Pour cette première journée de vendange et malgré la chaleur, tout le monde aura mis la main à la pâte. Et pour poursuivre sur le sujet, j'accueille maintenant Pierre Vialet, le président du comité interprofessionnel des vins de Savoie. Bonsoir, merci d'être avec moi ce soir. Alors on l'a vu dans le reportage, les viticulteurs ont plutôt le sourire en Savoie après des mois compliqués. Comment se porte la filière viticole après le confinement en pleine crise de Covid ? Écoutez, le confinement a été une période difficile pour tout le monde. Et nous, pour la filière viticole, c'était l'arrêt de nos marchés, puisque la commercialisation des vins de Savoie se fait surtout l'hiver. Et le 15 mars, il nous restait encore 4 ou 5 semaines d'une saison qui se réalisait très bien. Donc on a tous été confrontés à cet arrêt. Et finalement, ça nous a fait perdre effectivement un volume assez conséquent, notamment dans les marchés de restauration en station. Et puis derrière, effectivement, on a vécu ce confinement 2 mois avec un arrêt d'activité complet où on s'est tous posé des questions lourdes et fondamentales. Mais finalement, dès le mois de mai-juin, à la fin du confinement, on a vu tout de suite un engouement pour nos productions et on a remonté nos volumes de vente. Juillet-août étaient des mois de grosse fréquentation oui, il y a eu pas mal de monde oui, tout à fait, dans nos départements cet été. Les stations étaient très prisées, on a eu beaucoup de fréquentation. Une fréquentation de hausse de 8% sur les 2 mois juillet-août. Et finalement, nous, les ventes de vins de Savoie ont suivi donc cette progression. Donc on a récupéré partiellement ce qu'on avait perdu pendant la période de confinement. Et puis maintenant, on attend de nouveau la saison d'hiver. Et là, ça sera effectivement le juge de paix. Oui, parce que la saison d'hiver, elle s'annonce assez incertaine. Vous dépendez vraiment de ce qui se passe dans nos stations. Là, vous avez pu, de ce que j'ai compris, évacuer le plus gros des stocks que vous avez dû garder pendant le confinement. Comment, voilà, est-ce qu'il y a un peu d'inquiétude ?
Écoutez, il y a un surstock d'environ 7-8% de vins de Savoie. C'est pas très important quand on le compare à ce qui se passe dans les autres régions qui dépendent beaucoup plus de marchés internationaux, par exemple, où là, il y a plus de, ces marchés sont carrément à l'arrêt. Donc ce stock, on l'a traité au niveau de chaque entreprise. Je pense que le gouvernement nous a plutôt bien aidés, bien accompagnés, avec des possibilités de réaliser des prêts à garantie d'État qui nous ont aidés sur de la trésorerie, qui nous ont permis derrière d'acheter de la cuverie pour gérer ce problème de surstock, acheter des bouteilles aussi pour les conditionner. Et puis maintenant, effectivement, sur l'automne, on va voir au niveau des fréquentations, des réservations sur la saison d'hiver, voir les actions qu'on engendre pour commercialiser et reprendre, récupérer une partie de retard que nous avons eu par rapport au confinement qui est du mois de mars et du mois d'avril. Vous n'avez pas dû distiller comme certaines grandes appellations pendant ces mois qui arrivent. Et assez curieusement, l'export, ça représente 8%, vous me disiez avant, pour préparer cette interview, Oui. n'a pas été très impacté par la situation. Non, puisque la Savoie viticole s'exportait peu. C'est un programme d'exportation depuis 2013, avec un objectif de réaliser 10% de notre chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Nous sommes actuellement à 8%. Et finalement, on va progresser encore en 2020, malgré effectivement les incertitudes sur certains pays. Donc en fait, on est une région de niche. Et finalement, on arrive à challenger oui, c'est une force, à challenger des grandes régions viticoles. Et finalement, moi j'ai des collègues dans des grandes régions prestigieuses qui sont à moins 20, moins 30 d'activité, puisqu'ils réalisent 50-60% d'exportation. Et ben nous, à 7%, on est passé à 8%, donc c'est une belle réussite. Alors c'est que 8, mais on va arriver à 10. C'était l'objectif, et je crois que les objectifs, il faut se les fixer, mais il faut aussi les atteindre. Donc celui-là, on va l'atteindre. Il y a une autre réalité à laquelle vous êtes confrontés depuis plusieurs années, c'est le réchauffement, le dérèglement climatique. Vous me disiez, il y a 30 ans, les vendanges, elles avaient lieu le 20 octobre. Là, chez vous, puisque vous êtes aussi viticulteur du côté d'Apremont, elles ont commencé le 17 août. Oui. Est-ce que le dérèglement climatique est un vrai danger pour les vignes savoyardes? Parce qu'on entendait votre confrère dire que le vin, par contre, était très bon. Oui, ça améliore la qualité du vin. Alors les problèmes que ça nous pose, c'est effectivement les problèmes d'amplitude de température. C'est-à-dire globalement, la vigne est en avance au niveau des vendanges parce qu'elle a poussé plus tôt au printemps. Le problème, c'est qu'on voit depuis quelques années la vigne pousse au mois de mars et on a très souvent des retours de froid avril-mai. Donc en 2017, on a perdu environ 20% des vins de Savoie avec un gel du 27 avril. Donc ça, c'est les conséquences du réchauffement. La vigne prête au gel puisqu'elle est poussée. Et puis, plus récemment, en 2019, un violent orage de grêle sur la commune d'Apremont a détruit complètement environ 150-200 hectares de vignes, qui ont encore des conséquences cette année pour produire. Donc ça vous donne un petit peu l'ampleur de la grêle qu'on a subie. Donc voilà, ça c'est vraiment les paramètres climatiques extrêmes liés aux températures, mais on a aussi maintenant des inquiétudes par rapport au manque d'eau l'été, notamment cette année, au mois de juillet, on n'a pas eu, sur Apremont, on a eu 4 mm d'eau, donc c'est pratiquement rien, avec des courbes de température qui montent très haut, et on a un vignoble qui est sur des moraines glaciaires, donc si vous voulez, on a peu de terre végétale et dessous on a une roche relativement dure, donc on a un sol qui est très peu hydraté. Et finalement, quand on a des grosses contraintes comme ça de température et des faibles précipitations, on se retrouve avec des blocages. Et effectivement, actuellement, on se questionne des solutions qu'on va trouver sur ces vignes. Quels outils vous avez pour faire face à ces aléas climatiques ? Que ce soit le manque d'eau, le réchauffement, le gel, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, puisqu'on se rend compte que déjà, il faut moins produire, puisque l'eau nourrit la plante, mais nourrit aussi le raisin. Donc plus il y a de raisin, plus il faut d'eau. Donc là, la réduction des rendements, ça, on l'a bien compris. La Savoie a bien compris ça depuis de longues années maintenant. On réduit les rendements pour avoir moins de charges par souche et finalement se contenter du peu de précipitations qu'on a l'été. Donc ça, c'est une solution qui nous permet d'exister jusqu'à ce qu'on a connu là, au mois de juillet cette année, où là, même avec des faibles rendements par souche, on a encore des problèmes de maturité, la plante se bloque. Donc maintenant, il faut qu'on invente quelque chose. Alors, c'est pas comme nos collègues du Languedoc de l'irrigation, parce que je pense que ça ne serait pas possible, mais on essaye de travailler sur des couverts végétaux.
C'est-à-dire qu'on va planter des espèces d'herbes particulières dans la vigne qui vont empêcher le rayonnement, les ultraviolets, en fait, de chauffer le sol, puisqu'actuellement, l'évaporation, on l'a aussi bien quand le soleil rayonne que la nuit par évaporation. Et le fait de planter un couvert végétal, on fait une protection, en fait, entre l'ultraviolet et le sol. Le sol emmagasine beaucoup moins la chaleur, ce qui nous permet de lutter un petit peu. Donc on va travailler ces sujets, on a commencé à les travailler, donc c'est des sujets qui sont assez prometteurs et on va essayer d'aller là-dessus pour compenser, voilà, j'espère quelques années, en attendant que globalement on trouve une solution internationale sur la problématique du réchauffement climatique. Ce sera ma dernière question. Vous travaillez avec voilà, tous les professionnels à des vignes savoyardes plus respectueuses de l'environnement. Ça va en lien avec voilà, les sujets qu'on vient d'aborder? Oui, c'est un sujet qu'il faut qu'on travaille puisque c'est une urgence. C'est une urgence, c'est aussi une demande des consommateurs. On voit par rapport à la suite de la crise sanitaire du Covid, notamment dans l'axe qu'on développe qui s'appelle le no-tourisme, des personnes qui nous questionnent beaucoup, notamment des jeunes consommateurs qui nous questionnent beaucoup, non plus sur la qualité du vin, mais sur la conception de la partie viticole et la partie vinicole. Donc là-dessus, effectivement, ça traite des problèmes du respect du sol, problèmes de l'emploi des intrants, des produits phytosanitaires, le développement du bio, le développement de la biodynamie, le développement de la haute valeur environnementale. C'est des choses qu'on travaille. Alors on les travaille depuis quelques années. Mais là, l'objectif, c'est effectivement de faire rentrer l'ensemble de la filière dans ces dispositifs, d'accompagner de nombreux exploitants autour de ces pratiques et finalement communiquer sur une viticulture savoyarde respectueuse de l'environnement avec des produits sains, puisque je pense que la Savoie développe, notamment avec l'association Savoie-Mont-Blanc, développe au niveau du monde une image relativement pure de montagne. Il faut qu'on colle la réalité. Pour moi, c'est la seule voie d'avenir pour la production viticole savoyarde. Et on n'aura pas le temps d'en parler, mais vous avez cité le no-tourisme. Les ventes directes fonctionnent plutôt bien. Oui, plus 8% cet été, donc un sujet à travailler. Donc il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre des viticulteurs savoyards. Tout à fait. Je vous invite à venir nous rencontrer pour les vendanges et à découvrir nos vins et aussi nos paysages. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. En bref, pour la 14e édition du classement des villes étudiantes, Chambéry se positionne à la 24e place du classement général, au même titre que Pau, La Rochelle et Saint-Étienne, et à la 2e place au classement des villes de taille moyenne, ex aequo avec Pau et La Rochelle. La capitale savoyarde se classe notamment 10e pour l'emploi et 15e pour l'attractivité. On parle sport maintenant. Les Chevaliers du Lac ont retrouvé l'ambiance des soirs de match ce week-end à Annecy. Après 6 mois d'arrêt, l'équipe de hockey de Division 2 a reçu 3 adversaires en 3 jours. Une reprise rythmée pour se remettre en jambes avant le début de la saison officielle le 26 septembre prochain. Victoria Lopez était dans les gradins de la patinoire Jean-Régis vendredi soir. Reportage. Depuis le mois de mars et la fin anticipée de la saison, les joueurs n'avaient plus disputé de match. 6 mois plus tard, les Chevaliers du Lac étaient impatients de reprendre, même pour des rencontres amicales. Tout le monde est dans le flou, on ne sait pas trop, le calendrier est tombé, mais on ne sait pas trop comment ça va se dérouler, comment ça va se passer par la suite, mais tout le monde est content, super content de pouvoir rejouer, de retrouver les sensations, les copains, le public, donc voilà, tout le monde est content. En face, le HCMP, le club de Courchevel, Méribel et Pralognan-la-Vanoise, a fait le déplacement avec envie également. Si la Covid reste dans toutes les têtes, l'équipe est concentrée sur ses objectifs sportifs avant tout. Les choses se passeront comme elles se passeront. On a des grosses directives de la part de la fédération. On sait qu'à tout moment, les matchs peuvent être reportés en cas de cas positifs. Maintenant, je pense que si on se pose trop de questions, de toute manière, ça ne servira pas à grand-chose. Donc on joue, on est là et puis on verra bien jusqu'où ça va. Aller jusqu'au bout de la saison, c'est l'espoir de tous, dans les vestiaires comme au sein de la direction qui doit se préparer à toutes les situations. Pour l'instant, on n'a pas eu le cas, on touche du bois, clairement, parce que j'ai demandé aux joueurs, je les ai tous testés à leur arrivée, les cadres, les bénévoles, enfin tous ceux qui sont près de l'équipe, on les a testés, il n'y a que du négatif pour l'instant. J'ai demandé à l'équipe de faire attention, après de faire attention, ça n'empêche pas, on est drastique sur le port du masque, on est drastique sur beaucoup de choses, avec les petits, avec tout le monde. On va éviter de se croiser, sur la glace, seuls les joueurs vont se croiser.
Mais après, à côté de ça, dans les vestiaires, dans les couloirs, les équipes ne sont pas mélangées, le public ne peut pas intervenir. Enfin voilà, on a mis en place quelques protocoles lourds, mais voilà. Côté sportif, l'équipe d'Annecy vise bien sûr la montée en D1, l'échelon supérieur du hockey français. Une marche qu'elle pourrait franchir grâce à son nouveau coach, ancien joueur de l'équipe de France. Il y a un joli challenge parce que c'est un club qui est en train de grandir, qui est en train de se structurer aussi, donc qui a des ambitions et qui correspondent aussi aux miennes. Il y a un petit côté géographique aussi, bien entendu, mais voilà, c'est un club plein en devenir en tous les cas, qui a de nombreux licenciés dans le hockey mineur. C'est aussi ça qui est important et c'est aussi ce qui m'intéresse. Avant, j'étais, on va dire, un peu plus axé sur le hockey très professionnel et je me rapproche un peu plus de la base du hockey mineur et je trouve ça très agréable. Rendez-vous le 26 septembre pour le premier match de championnat à domicile pour les Chevaliers du Lac face à Colmar. C'est la fin de ce journal. On se quitte avec de belles images du côté du Vercors où a eu lieu ce week-end la 10e édition de l'Ultra Trail du Vercors. Côté podium, Thibaut Marquet s'impose chez les hommes, Manon Benoît chez les femmes. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur Vite Mont Blanc. À demain, 18h pour un nouveau journal et juste après la météo, ne manquez pas le deuxième épisode de Panorama consacré cette semaine à Mieuxy, berceau du parapente. Passez une très belle soirée, à demain.